Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président déchu Ali Bongo Ondimba retrouve la liberté de ses mouvements au Gabon. Une information donnée par le CTRI qui précise qu'il pourra se rendre à l'étranger pour raisons médicales. Jusqu'ici, le dirigeant gabonais était en résidence surveillée. L'opposition n'obtient pas gain de cause au Nigeria. La justice a rejeté les recours déposés par plusieurs partis qui contestaient les résultats de la présidentielle. Les juges de la cour d'appel d'Abuja planchaient sur le dossier depuis des mois. Et puis la prolongation du mandat de la force est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo. Une prolongation actée pour 3 mois supplémentaires. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la nomination au Gabon d'un Premier ministre de transition. Raymond Dongsima a été désigné ce 7 septembre chef du gouvernement par le président de transition Brice Oligui Nguema, une fonction qu'il avait déjà occupée de 2012 à 2014. Autre mesure forte du général Nguema, Marie-Madeleine Mborantsouo a été démise de ses fonctions de présidente de la Cour constitutionnelle, un poste qu'elle occupait depuis 1991, soit depuis la création de la juridiction. Réputée pour sa proximité avec l'ancien pouvoir, la magistrate avait étudié à Libreville, mais aussi en France. Avant de siéger à la Cour constitutionnelle, elle avait présidé la Cour des comptes de la Cour suprême. Marie-Madeleine Mborantsouo a été remplacée par Dieudonné Abaha Oyono, désigné par la junte. Le Gabon, où parallèlement le président déchu Ali Bongo Ondimba est désormais libre de ses mouvements, selon le CTRI. L'ex-président était depuis le coup d'État du 30 août en résidence surveillée. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole de la junte a affirmé que l'ex-chef de l'État pouvait donc aller à l'étranger pour y effectuer des contrôles médicaux. L'ancien dirigeant, qui, rappelons-le, a été victime d'un AVC en 2018, Joël Ballot. Investi le 4 septembre 2023, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a signé le 6 septembre un communiqué dans lequel il autorise le président déchu, Ali Bongo Ondimba, à quitter le pays compte tenu de son état de santé. Selon le Comité pour la transition et la restauration des institutions, cette porte de sortie lui octroie le droit de bénéficier de certains avantages liés à sa fonction précédente. L'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. En résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août 2023, Ali Bongo a reçu, après l'annonce télévisée du CTRI, le représentant spécial en Afrique centrale du secrétaire général de l'ONU, Abdou Abari, et Faustin Archange Touadéra, président de la Centrafrique, facilitateur de la CEAC. Des rencontres qui témoignent de la volonté du président Oligui Nguema d'instaurer au Gabon un climat de paix et de sécurité. Je viens de rendre visite au président Ali Bongo Ondimba pour me rendre compte de ses conditions de vie et de résidence. Je l'ai trouvé dans le même cadre qu'il occupait, en bonne santé. Le président m'a chargé d'exprimer ses sentiments de reconnaissance au secrétaire général des Nations Unies, au nom duquel je suis venu lui rendre cette visite. Pour rappel, Ali Bongo Ondimba, 64 ans, était au pouvoir depuis 14 ans. En 2018, il subit un accident cardiovasculaire qui l'empêche de se mouvoir aisément. L'opposition dénonçait alors un président incapable de gouverner. Les élections du 26 août dernier, fortement contestées pour leurs irrégularités, ont donné lieu au coup de force militaire du 30 août, au lendemain de l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle qui le proclamait vainqueur avec 64,27% des suffrages. L'heure est désormais pour le président de transition à la restructuration du pays.
Et sachez que les autorités de transition et la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont entendus sur l'élaboration d'une feuille de route pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon. Une information confirmée par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, dépêché à Libreville par la CEAC pour assurer la médiation avec la junte. Les partis d'opposition n'ont finalement pas obtenu gain de cause au Nigeria. Ce mercredi 6 septembre, la Cour d'appel d'Abuja a rejeté des requêtes déposées par plusieurs candidats en vue d'annuler la victoire de Bola Tinubu à l'élection présidentielle. La juridiction a déclaré qu'elles étaient sans fondement. Ces plaintes ont été engagées par Atiku Abubakar du Parti démocrate populaire et Peter Obi du Parti travailliste. Philoméntine. Le tribunal des requêtes pour l'élection présidentielle du Nigeria a rejeté mercredi 6 septembre 2023 le recours de l'opposition visant à annuler la victoire de Bola Ahmed Tinubu lors de l'élection présidentielle de février 2023. Le président nigérien a été accusé par l'opposition d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants aux États-Unis et la confiscation de $460 000 dans la même affaire, ainsi que d'irrégularités électorales dans près de la moitié des 36 États du Nigeria. Se référer aux juridictions pour contester les élections présidentielles marque une mutation des pratiques politiques en Afrique. En fait, c'est retarder en tout cas l'usage de la violence, les contestations. La pluralité du moins de cette forme de contestation montre aussi l'opacité et une sorte de clientélisme qui gangrène les élections dans les sociétés africaines de manière générale et dans ce cas spécifique du Nigeria. À observer de près la pratique politique au Nigeria, il serait difficile de considérer la question d'irrégularité comme étant infondée, surtout que l'opposition évoque les défaillances du système et des retards. Suite au rejet par la justice des constatations faites sur les résultats de la présidentielle au Nigeria, l'opposition a déclaré qu'elle va faire appel devant la Cour suprême. Selon les observateurs, aucun tribunal n'a annulé une élection présidentielle depuis le retour du Nigeria à la démocratie après le régime militaire de 1999. Ces accusations, en l'occurrence les défenses du système et de retard, portent en elles à la fois, certes, les arguments pour justifier les élections de Tinubu, mais aussi elles portent en elles les arguments pour justifier les irrégularités. Finalement, on peut dire que c'est seulement le recours que compte faire l'opposition qui va permettre de préciser davantage les choses et de voir au plus clair. À l'issue du scrutin présidentiel de février 2023 au Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a été déclaré vainqueur avec 37% des voix selon les résultats officiels. Il convient de noter que 87 millions de Nigérians étaient inscrits sur les listes électorales et Bola Ahmed Tinubu n'avait recueilli que 8,79 millions de voix. La force est-africaine continuera d'opérer sur le sol congolais et ce jusqu'au 8 décembre prochain. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est ont voté en faveur du prolongement de son mandat à l'issue d'un sommet tenu à Nairobi le 5 septembre. La force régionale a été déployée dans l'est de la République démocratique du Congo en novembre 2022, une zone secouée régulièrement par des attaques de groupes armés dont le M23. Joël Ballot. Depuis le début de l'année 2023, plus d'1 million de personnes se sont nouvellement déplacées en République démocratique du Congo suite aux attaques et affrontements armés. Au vu de l'évolution de la situation sécuritaire, les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont convenu à l'unanimité de prolonger le mandat de la force régionale en République démocratique du Congo de 3 mois supplémentaires jusqu'au 8 décembre. Le chef de l'État a accepté de prolonger la durée du mandat de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est et l'accord sur le statut de la force pour une nouvelle période de 3 mois du 9 septembre au 8 décembre 2023 dans l'attente d'un rapport d'évaluation du Conseil des ministres. La force militaire régionale du bloc Est-africain a été déployée pour la première fois dans l'Est de la République démocratique du Congo en novembre 2022. Depuis lors, elle a joué un rôle central en facilitant un cessez-le-feu dans de nombreuses régions où les forces armées congolaises
et le groupe rebelle M23 étaient engagés dans un conflit. Les chefs d'État, tout en félicitant le président Félix Tshisekedi pour son engagement en faveur du rétablissement de la paix dans l'est de la RDC, ont remercié le président Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président du sommet des chefs d'État de la CAU, pour son engagement constant à soutenir le peuple de la République démocratique du Congo dans sa quête d'une paix et d'une sécurité durable. Dans les camps de déplacés, le désespoir se nourrit de l'horreur des violences subies et du sentiment d'abandon. Aussi, en soutien aux efforts de la force est-africaine, 2 millions de dollars ont été mis à disposition par la Commission de l'Union africaine dans la lutte pour la paix. Pour rappel, la violence en RD Congo a provoqué l'une des plus longues situations d'urgence humanitaire au monde, avec plus de 27 millions de personnes confrontées à des pénuries alimentaires et plus de 6,1 millions d'entre elles contraintes de fuir leur foyer, selon les Nations Unies. Dans l'actualité également, la Cour européenne des droits de l'homme opposée à l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. Le frère de l'ancien président qui avait été arrêté en France le 29 octobre 2017 en vertu d'un mandat d'arrêt international lancé par Ouagadougou en mai de la même année. Pour la CEDH, la France doit de nouveau passer au crible le décret d'extradition compte tenu du contexte politique au Burkina Faso. La juridiction estime en effet que sans réexamen du texte, il y a un risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, article qui indique, je cite, que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. La Cour demande à l'État burkinabé de renouveler ses garanties dans la mesure où la situation politique a été, je cite, radicalement renouvelée à la suite de 2 coups d'État militaires. Rappelons que l'ancien conseiller de l'ex-président Blaise Compaoré est poursuivi au Burkina Faso pour incitation à l'assassinat d'un journaliste en 1998. Les prix continuent d'augmenter en Tunisie. En août dernier, le taux d'inflation s'est chiffré à 9,3% contre 9,1% au mois de juillet. Des chiffres divulgués par l'Institut national de la statistique qui précise que cette inflation touche particulièrement les produits alimentaires. Les explications de Chéro Omar Kamara. La Tunisie a annoncé ce mardi 5 septembre une hausse du taux d'inflation annuel à 9,3% en juillet 2023, soit une légère augmentation par rapport au chiffre de 9,1% enregistré en juillet. C'est ce qui ressort des données rendues publiques par l'Institut national de la statistique de Tunisie, INS. Cette augmentation s'explique par l'accélération des rythmes d'augmentation des prix entre août et juillet de cette année, comparé à la même période de l'année dernière, particulièrement en ce qui concerne le groupe produits alimentaires dont le glissement annuel des prix passe de 14,2% à 15,3%. Le relèvement du niveau d'inflation que connaît la Tunisie, disons que c'est rien d'autre que les effets conjugués de la crise de Covid depuis 2020 et naturellement la crise ukrainienne. Il faut dire que ce relèvement du taux est aussi dû au fait que la Tunisie connaît un ralentissement des exportations et un relèvement du niveau des importations. Et donc cette inflation peut être due au fait que les produits importés qui ont connu un relèvement de leur niveau de prix se reflètent sur le niveau de prix général en Tunisie. En outre, les secteurs de l'industrie manufacturière et les produits frais ont été les plus grands contributeurs à l'inflation globale à 2,6% et 2,5% respectivement, tandis que l'énergie a été le moins contributeur à 0,4% selon l'INS. La question la plus importante, c'est de mentionner les effets que ce relèvement de taux d'inflation peut avoir. S'il s'agit naturellement des biens importés, vous voyez que ça dégrade le niveau de pouvoir d'achat des populations et ça amène des populations dans une vulnérabilité étant donné que leur niveau de pouvoir d'achat baisse. Ceci dit, l'État doit continuer les efforts de politique accommodante pour pouvoir ramener le taux d'inflation au niveau souhaitable pour l'économie tunisienne. La Tunisie traverse une grave crise économique exacerbée par les répercussions de la pandémie de coronavirus et le coût élevé de l'importation de l'énergie et des matériaux de base dans le sillage du conflit russo-ukrainien. En janvier dernier,
Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marwan Abbassi, a déclaré que les estimations de l'instance indiquent une augmentation de l'inflation en 2023 à 11% contre les 8,3% relevés l'année dernière. Le Cap-Vert entend redoubler d'efforts pour devenir une nation numérique, une ambition dévoilée par le Premier ministre Ulisses Correia et Silva lors du sommet numérique de Tallinn en Estonie. Un rendez-vous où cybersécurité et développement de l'intelligence artificielle étaient notamment au cœur des discussions. Chéro Marc Camara. Le Cap-Vert a franchi une étape importante de sa transition vers une nation numérique en développant une stratégie globale et un plan d'action pour une gouvernance numérique et ouverte qui vise, selon le gouvernement, à accélérer la transformation numérique. Celle-ci profitera à la démocratie, à la gouvernance, à l'économie, au bien-être public et au développement durable. La stratégie vise également à améliorer l'accès à Internet dans tout le pays, à construire une solide infrastructure de télécommunications et à développer les compétences numériques des jeunes. Je vois que le Cap-Vert, dans cette vision, cette orientation vers une société numérique, est une ambition qui est partagée par beaucoup de pays à travers le monde. Tout le monde parle de la transformation digitale, de l'économie numérique, du numérique, ainsi de suite, parce qu'évidemment, on sait que davantage de monde sera connecté et donc comment tirer à profit tous les intérêts, tous les avantages d'un monde numérisé économique. Je crois que c'est une marche inéluctable. Et donc, il faut rapidement prendre les taureaux par les cornes, préparer la société vers cette mutation, vers cet horizon d'une société numérique, d'une économie entièrement numérisée. Le Cap-Vert, qui ambitionne de devenir une nation numérique, entend accélérer rapidement ses efforts pour réaliser cette vision en créant un environnement réglementaire favorable aux entreprises technologiques et en attirant les investissements dans ce secteur. L'État va jouer un grand rôle de catalyseur parce que, en disposant de la force morale ou de catalyseur, avec des réformes qui vont être faites dans plusieurs secteurs, je pense que c'est un rêve qui est possible d'être réalisé. En tout cas, c'est la marche de beaucoup de pays aujourd'hui d'aller vers une société numérique. Les progrès déjà enregistrés dans le domaine du numérique par le pays sont visibles. Il s'agit notamment de la création d'une agence gouvernementale chargée de superviser la mise en œuvre de la stratégie numérique du pays. Par ailleurs, le gouvernement a également investi dans des projets tels que la construction d'un parc technologique, de centres de données et la modernisation des infrastructures de télécommunications. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.